Bonjour, donc mon nom est Jean-Pierre Vicoff, mais comme je vois que je suis en difficulté avec le temps, déjà avant d'avoir commencé, je vais donc sauter un petit peu tout ce qui n'est pas vraiment d'unité folle pour vous, à savoir ma présentation. On s'en tiendra donc à penser que si le contenu est un peu sophistiqué parce qu'il est technique et que ce n'est pas uniquement de la réflexion et que vous voulez avoir des détails techniques, il y a 2 ouvrages là, qui viennent de sortir, qu'on trouve sur Amazon, qui pourront vous aider, ou alors vous vous prenez sur Wikipédia, ou même, alors là c'est totalement gratuit, vous allez sur JDN, le journal du net, vous tapez Vicoff et vous avez des communications assez conséquentes que je fais régulièrement, c'est-à-dire en fait, on va dire tous les mois, l'année dernière par exemple. Rentrons dans le vif du sujet. Donc ça va être technique, un petit peu. L'agilité, état des lieux, en regard des besoins. On s'aperçoit, enfin moi personnellement, quand on me fait venir dans une entreprise, ce n'est pas forcément pour faire du coaching simple, et de moins en moins d'ailleurs comme chef de projet ou encore moins comme Scrum Master, c'est pour apporter des réponses à tout ce qui précède en général la mise en œuvre du projet Scrum par lui-même, c'est-à-dire ce que moi j'aurais tendance à appeler Sprint 0, mais je me suis rendu compte que certaines personnes considèrent que le Sprint 0 n'était que la partie technique, mais moi je considère que tout ce qui se passe avant le Sprint 1, c'est d'une certaine manière le Sprint 0, ou alors il faudrait lui trouver un nom pour appeler ça exploration ou autre chose. Donc, ce sera la première partie. Deuxième partie, des techniques au biais du Sprint 0. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes antérieures à la méthode Scrum qui avaient trouvé des solutions pour faciliter les cadrages, pour faciliter les designs, pour modéliser plus simplement, etc. Ça a été un peu oublié et on va quand même devoir s'en servir. Dans toutes les entreprises très importantes où je passe, d'une certaine manière, dans le Sprint 0, ils collent tout ce qu'ils avaient avant. Mais on peut le faire de manière agile. Et puis ensuite, après, l'important, c'est de pouvoir gérer les modifications, les amendements. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire on est en périmètre variable. Sauf que quand ça se termine mal, ça se termine mal. Donc il faut être capable, même en interne, il faut être capable de justifier pourquoi on a pris du retard dans un projet ou pas. Et pour ça, il faut une métrique des changements et de modifications. Et pour le moment, des métriques comme ça, on peut s'en faire, on peut faire les siennes, hein, avoir des métriques maison. Mais le mieux, c'est de s'appuyer sur quelque chose de plus généralisé qui puisse servir à tout le monde et que tout le monde comprenne. De la même manière pour le reporting mural, un reporting mural que tout le monde comprenne. Et puis pour finir, un petit peu, si on a le temps, puisqu'on sera en périmètre variable, un peu d'audit, comment dirais-je, étude des divergences et comment réduire ces divergences, c'est-à-dire la divergence entre l'état agile idéal et l'état agile avec lequel on va devoir faire. Et je pense qu'on aura fait le tour de tout ce qu'il y a de technique. Alors, voyons si ça avance bien tranquillement. D'accord. En fait, ce que je voulais dire à ce sujet de la technicité, c'est que moi, je ne suis pas un théoricien comme certains gens le pensent. Je suis un ancien concepteur-développeur, un chef de projet. Et ce que nous voulions à l'époque, quand au début des années 90, on a commencé avec la méthode RAD à s'occuper d'itératif incrémental, puis ensuite en 2000 avec le mot agile qui était arrivé, nous ce que nous voulions, c'est simplement faire des bons projets avec une bonne qualité de code et surtout bien collé à la demande applicative. Et l'agilité, évidemment, c'est beaucoup élargi, puisqu'en même temps, on essaye de faire carrément de l'agilité au niveau organisationnel. Mais on n'a toujours pas de grands ensembles, des frameworks importants, permettant de faire de l'agilité organisationnelle au niveau entreprise, en tout cas, pas de publier à ma connaissance. Donc, en fait, on va essayer de résoudre ce genre de problème en apportant quelques petites solutions, mais très légères. Seulement, il faudrait apporter des solutions très légères à pas mal de sujets. Là, vous avez en fait ce qu'on voudrait faire en termes d'agilité. La communication d'organisation étendue, la structuration des exigences complexes, les lotissements. Là, on a la chance pour le lotissement, donc le sprint, on parlait de Scrum, on a Scrum ici. Et puis, bon, si on fait du développement, pourquoi PXP pour la partie ingénierie logicielle? Partout où je mets des points d'interrogation, c'est qu'on n'a pas la réponse. Bon, la métrique formelle, je vous en parlais tout à l'heure, mais pour le reste, a-t-on des frameworks d'organisation agile en entreprise, de veille technologique, de processus opérationnels, d'architecture technique? Pas vraiment. Si vous regardez le Forrester, c'est vraiment l'organisme qui s'occupe de ce genre de framework. À part CEF et puis Puma, que j'avais proposé une époque, mais comme je suis tout seul, c'est comme si je n'avais rien proposé du tout, on n'a pas vraiment de réponse à ça. Alors, moi, je vais contenter de m'appuyer là-dessus, parce que si vous mettez ça et ça, c'est-à-dire la communication et la structuration des exigences, en fait, vous obtenez le backlog, grosso modo. Et puis après, vous allez vous servir de Scrum, et puis pourquoi pas d'XP, ou alors de techniques non extrêmes, mais quand même structurées de développement. Pour le reste, ça sera plus tard. Alors, en résumé, ce que je viens de vous montrer, c'est qu'en fait, dans Scrum, on a bien le lotissement, qu'on a renommé Sprint. On a la présence du métier, qu'on a renommé Product Owner.
On a l'intervention d'un animateur qu'on a renommé Scrum Master. On a de l'amélioration continue de type PDCA, c'est-à-dire la fameuse route Deming, Plan do Check Act, qu'on a renommé rétrospective. Et puis, une nouveauté presque révolutionnaire, c'est l'autonomie de l'équipe et la disparition du chef de projet. Mais qui met ça vraiment en œuvre? Alors, dans les petites équipes, oui, on peut faire de l'autonomie d'équipe. On peut dire on n'a pas de chef de projet, on va travailler démocratiquement. Les méthodes précédentes préfèrent l'obtention d'un consensus d'une certaine manière. Mais dans les grandes entreprises où je suis passé récemment, jusqu'encore l'année passée, question, avez-vous des chefs de projet? Oui. Question, avez-vous le vrai product owner? Non. Bah, déjà, avec ces deux réponses-là, c'était relativement mal barré. Donc, au moment de l'audit, bah, on pouvait toujours ajouter quelques dizaines d'autres petites questions pour arriver quand même à toucher certains points de l'agilité. Mais les deux grands, je sais pas, les grandes obligations qu'on a, les deux grandes obligations qu'on a, c'est-à-dire d'avoir vraiment le vrai métier en face et d'avoir une autonomie de l'équipe qui soit réelle, on ne l'avait pas. Alors, j'ai pris des. Je peux vous faire du retour d'expérience sur les 3 dernières grandes organisations pour lesquelles j'ai travaillé, mais sans les citer. Dans une, on m'a demandé, Ceph, ça nous intéresse, on va s'y mettre. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on fasse, qu'on puisse carrément mettre en œuvre l'agilité? Ceph, pourquoi pas? Ils n'avaient pas encore commencé. Sachant que Ceph, c'est des techniques comme le Lean, le Kaizen, la qualité totale, c'est 7 autres techniques comme ça qui sont mises en œuvre. Et puis, on utilisera le Kanban, pourquoi pas? Parce que ça, c'est très utile. Et même en tant qu'agiliste de développement, on va dire, je sais qu'on se sert du Kanban pour distribuer notre backlog sur des sprints, etc., puis voir l'avancement du projet. Pourquoi pas? Et on a notre fameuse méthode Scrum. Et puis, on XP, pourquoi pas, autre chose derrière, comme le software craftsmanship, le DevOps, etc., voire des techniques non structurées, mais non extrêmes. Et puis, pourquoi pas, puisque ça, c'est mon cheval de bataille, puis essentiel, histoire d'avoir le fameux sprint 0, au niveau de la communication exigence. Et puis, pourquoi pas, à la fin du compte, puis mon entreprise, ou autre chose du même genre, si on voulait, scaler tout ça, puisqu'en fait, le but, c'est de scaler au niveau de l'entreprise. Et là, la directrice de la méthode m'a dit, et nous, notre méthode interne, où est-ce qu'elle est? J'ai dit, allez là. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir un sacré boulot si vous voulez mettre tout ça en œuvre. Et moi, je dis le meilleur des mondes avec un gros point d'interrogation. Interrogation. Parce qu'en fait, celui qui a vraiment eu l'idée de la méthode Scrum, Schwaber, quand il a vu ça, enfin pas tout, juste la partie Ceph, avec Scrum dans un petit coin en bas à gauche, il a dit, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a encore de la vie dans les vieux dinosaures. Donc pour lui, tout ça, on était quand même assez loin de l'agilité. Alors après, il faut savoir où on se situe. Est-ce qu'on veut simplement faire des petits projets moyens, des gros projets, rentrer dans du continuous delivery, etc., Tout dépend de ce qu'on a comme organisation derrière. En attendant, ça aurait été ça le meilleur des mondes. Alors voyons maintenant, pour en arriver à ce meilleur des mondes ou à quelque chose d'approchant, quelles sont les techniques oubliées du sprint 0. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant on peut avoir par exemple un projet avec 2, 3, 4 développeurs, un petit peu plus, un petit peu moins, ce n'est pas tellement un problème, autant la vraie problématique où on va se retrouver avec énormément d'acteurs, c'est justement dans ce fameux sprint 0, qui pour moi, je vous dis, ne s'arrête pas en fait à la partie technique, mais qui déborde sur tout le cadrage, la vision globale. Enfin, il y avait d'ailleurs une très bonne séance tout à l'heure dans une salle un peu plus haut. Donc beaucoup de monde, parce qu'on a des informaticiens, il faudra qu'ils soient là, il faut qu'ils aient la connaissance, il y aura éventuellement le métier, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il va falloir des gens qui ont une vision du métier, des dirigeants, justifier le pourquoi, donc des gens qui s'occupent d'enjeux, des financiers pour savoir si on peut effectivement faire la chose ou pas, et puis avoir un suivi financier, pourquoi pas de la chose. Sur certains grands projets, mais il est arrivé de passer jusqu'à peu près un quart de montant, uniquement pour justifier financièrement le projet, en faisant de tout ce qui arrivait de nouveau en matière de technologie. Donc le sprint 0, c'est quoi? D'abord, c'est le fait d'aller un peu plus loin. Alors là, je vous reprends mon fameux Puma essentiel, qui en fait est simplement qu'un framework permettant simplement de mettre en œuvre, dans un projet relativement conséquent, à la fois la méthode Scrum pour piloter le projet, quelque chose à l'intérieur dépendant de ce qu'on produisait. Tout à l'heure, je vous ai dit pre-extreme programming, mais on pourrait très bien imaginer un déploiement de quelque chose ou la production d'autre chose, d'une voiture, pourquoi pas. Et puis, ce qui nous manquait comme sprint 0, je l'avais défini sur 2 choses, en fait. Une première chose, c'est un moteur de communication qui permettait de travailler
de produire d'une manière itérative. On aurait pu être du Scrum d'une certaine manière, mais avec un cas de figure particulier, à savoir qu'on produit du document et non pas une production de code ou de produit en tant que tel. Donc, une manière de gérer la communication et une manière de structurer les exigences. Alors, au début, lorsque les gens voyaient ça, c'est un peu compliqué tout ça. Je disais non, imaginez que vous êtes simplement au niveau d'une vision, il n'y aura peut-être qu'une seule page, mais il y aura un grand titre dans la page qui sera le nom du projet, puis ensuite des sous-titres, les stratégies et contraintes, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va rapporter, etc. Les aspects fonctionnels, qui tomberont directement dans le backlog produit, qui ici, généralement, est géré ici. Les aspects techniques et les aspects organisationnels. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'on va devoir changer l'organisation? Est-ce qu'il va falloir, par exemple, former des gens, changer les gens? Enfin, tout ce genre de choses qui peuvent poser de gros problèmes. Parce que dès qu'on touche à l'humain, c'est important. En fait, les techniques oubliées, c'est un peu, d'une certaine manière, savoir bien communiquer et surtout savoir structurer ses exigences. C'était franchement les deux chaînons manquants, celui-ci et puis éventuellement ici quelque chose de concret. Sachant donc, pour revenir au slide de précédent, que la méthode Scrum était parfaite pour gérer les lotissements, mais pas pour faire le reste. Ensuite, bon, moi ça c'est le détail de ce que je viens de vous expliquer. Premièrement, très important, être certain que tout le monde veut faire de l'agile. Là, je sors d'une entreprise où tout le monde parlait d'agilité, mais il n'y a pas beaucoup qui voulaient en faire vraiment. Pour une raison très simple, ils avaient peur. Il y avait beaucoup de chefs de projet, il y avait beaucoup de project managers, de PMO, et ils se demandaient tous qu'est-ce qu'on va devenir. Et comme ça n'avait pas été éclairci, c'était pas clair, donc les gens disaient on va peut-être perdre notre boulot, est-ce qu'on a encore de la place, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, peut-être que la direction voulait simplement se mettre un doute de façon à ce que les gens se disent moi je me remets moi, comme ça au minimum c'est moi qui resterai. Mais bon, ça ne suffit pas. La signature de l'engagement agile, c'est quelque chose d'important à travers une charte qui doit être simple, mais qui doit bien préciser si les gens sont d'accord ou non d'y aller. Dans certains cas, c'est le métier qui ne va pas y aller. Dans certains cas, ce sont les informaticiens. Dans une très grande entreprise, il y a de ça quelques années, j'ai passé peut-être bien 2 semaines à tenter de faire signer à de multiples directions la fameuse charte agile. Ils n'ont jamais voulu la signer. C'était du télécom, là. Ensuite, une fois qu'on a mis ça au point, on va prévoir la fourniture du document, enfin la production du document, comme on le ferait pour un vrai projet, avec des itérations, avec des convocations correctement exprimées. Tous ces petits détails qui maintenant n'existent plus dans les méthodes actuelles. On vous dit qu'il faut le faire, mais on ne vous dit pas comment le faire. Donc un bon framework, il faudrait qu'il prenne ça en compte. La manière de gérer, on peut le faire des fois dans des rétrospectives Scrum, les points d'action ouverts lorsqu'on n'a pas été capable de trouver... Ça, il est à l'envers ce truc-là. Lorsqu'on n'a pas été capable de trouver une réponse à quelque chose lors de la réunion, lors de la session. Et puis en fait, le fait d'alimenter notre fameux sprint backlog. Toutes ces petites choses-là, avec pas mal d'acteurs qui se mettent en place, devraient être exprimées dans un framework global que j'aurais bien aimé vous offrir, mais je pense que j'aurais pris ma retraite avant. Et puis donc le fameux document tout à l'heure que je vous expliquais, il faut bien comprendre que ce n'est pas la peine de rentrer dans quelque chose de compliqué. Vision, c'est une page. Le cadrage, si on doit en faire un, c'est un peu plus. Si on doit aller jusqu'à des spécifications, parce qu'on veut faire par exemple un document à l'extérieur, il faudra quand même y aller d'une manière ou d'une autre, même si de toute façon on restera quand même light dans les spécifications. Il ne faut pas oublier que c'est lors de la validation permanente de l'utilisateur avec les développeurs que tout doit se détailler. Mais néanmoins, il arrive qu'on veuille faire de l'agile dans des conditions quasiment de forfait, et là il faut même aller des fois jusqu'à des définitions de service. Grosso modo, là je vous offre simplement une structure de document, rien de plus. Pour finir, à l'époque, lorsqu'on a lancé l'agile, il y avait 2 grands courants de pensée. Il y avait, au niveau de la modélisation, j'entends. Il y avait donc UML, qui était donc plutôt nord-américain au départ, et puis nous étions plutôt meurisiens en France. Scott Tambler d'IBM Canada avait défini que bon, ce n'était pas la peine de tout mettre en œuvre et que des fois, avec simplement 2 ou 3 modèles, on s'en sortait. J'avais fait la même chose en France avec Meurize. Mais toutes ces informations-là sont disparues. Lorsque je vois les gens se lancer maintenant dans des modélisations non plus meurisiennes, mais c'est la totale, jusqu'à 13 modèles. Et puis, là, je me suis fait plaisir. J'ai fait vraiment J'ai mis Back to the Future, ça aurait été plutôt vers le passé. J'ai repris carrément des slides. C'est les slides que je vous ai montrés le précédent, c'est un très très vieux slide. Ça aussi, c'est un très très vieux slide. Mais toutes ces choses, laissez toujours l'utilisateur manipuler, prendre note de cela, faire modifier la planification, fixer des objectifs, des rendez-vous suivants, modifier immédiatement les détails. C'est évident pour vous, mais pas pour tout le monde. Souvent, je vais dans des équipes, tout ça, c'est pas clairement exprimé.
Donc les gens, ils font comme ils le sentent. Des fois c'est bien, des fois c'est mal. Ça ne serait pas plus mal qu'à travers un framework global, on puisse trouver ce genre de choses. Comme je vous le dis, ça je ne me suis pas embêté, c'est un très très vieux slide. Celui-ci aussi. Alors ce que je vais vous faire passer, c'est un peu ce qu'on pourrait faire pour développer à partir du moment où on est dans un sprint et qu'on a commencé on a tout ce qu'il nous faut, on est prêt à le faire. On va s'apercevoir que sans aller totalement dans extreme programming, qui est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre, hein, on ne devient pas un extrême programmeur comme ça, il y avait à l'époque, depuis une vingtaine d'années, carrément un quart de siècle, des approches qui étaient à la fois structurées sans être extrêmes, du développement, où toutes les étapes étaient mises noir sur blanc. Alors pourquoi je pense que c'est utile de mettre ça en œuvre à nouveau? C'est parce que tout simplement, je vois les gens faire n'importe quoi, y compris même dans la structure d'un Kanban. Un Kanban, c'est fait pour être lu. Lorsqu'un dirigeant ou quelqu'un qui n'est pas directement un informaticien se pointe devant un Kanban, je vous en montrer un tout à l'heure, et qui ne sait pas à quoi correspondent les post-it, qui ne sait pas à quoi correspondent les colonnes, ou qui ne voit que 3 colonnes d'ailleurs, et quand il sort de là, il dit bon, je me suis fait bluffer parce qu'en fait, je pensais que j'étais face à une vraie méthode, mais en fait, je ne l'étais pas, parce qu'une vraie méthode doit apporter de la qualité technique, de la qualité fonctionnelle, de la visibilité, du contrôle. Et tout ça, ça doit être bien compris, donc formalisé. Comme l'autre, c'est évident, donc on ne devrait pas avoir besoin de le dire, mais ça va quand même mieux en le disant. Alors ensuite, ce qu'on avait à l'époque aussi, c'était amusant, on avait des espèces de références. Alors, il y en avait des dizaines. Hein. C'était un spécialiste, c'était Bob de l'Université Sud California, il avait un truc qui s'appelait Kokomo, il y avait au moins 20-30 modèles. Et on savait par exemple, alors je vais vous amener le Sprint 0 là-dedans, si tout marche bien, ouais, c'est ça. On savait par exemple que si on n'était pas capable, au niveau d'un démarrage en 6 et 9, donc on a à la fois préparation de la mise en œuvre du projet et le cadrage. Si on n'était pas capable, en ayant utilisé 15% du temps, de sortir du cadrage, donc de sortir avec quelque chose pratiquement sur un petit projet suffisant, mais auquel il fallait rajouter 23% si on avait un gros projet qui fallait de la modélisation, eh bien on savait qu'on ne tiendrait pas le choc. Et à la limite, on le savait en sortant du cadrage, en sortant de la modélisation. Donc on fait immédiatement rectifier le tir, alors que maintenant, il faut attendre qu'on ait fini un sprint qui livre une partie de la chose, et on ne sait toujours pas si l'ensemble sera livré ou pas. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors je ne vous dis pas qu'il faut revenir à ce genre de choses, je ne sais même pas si ces valeurs sont toujours valables. Mais par contre, il faudrait que des statistiques se mettent en place. Alors, généralement, c'est les Américains qui les fournissent, pour différents types de projets, certains projets web, certains projets de back-office, d'autres de front-office, eh bien on puisse avoir quand même une espèce de référence de point de contrôle qui nous permet de savoir où on va. C'est-à-dire continuer à contrôler ce que l'on fait tout en se laissant la possibilité d'avoir un périmètre variable. Et puis aussi un truc un peu gênant, le backlog priorisé par l'utilisateur. Ça, je ne reviens pas là-dessus, c'est évident. On en a besoin. C'est une planification opérationnelle au moment où on fait les choses. Mais ça ne peut pas être que ça. D'abord parce qu'il y a des interdépendances fonctionnelles qui n'ont peut-être pas été vues par le product owner, mais aussi parce qu'on peut avoir en fait différentes choses à gérer. Peut-être que la qualité est la chose la plus importante. Si vous faites, je ne sais pas moi, un logiciel bancaire ou pour une fusée Ariane, là, je suis certain que la qualité, c'est quelque chose d'important. La visibilité, si on s'est planté plus ou moins récemment, et elle a un coût, la visibilité qu'on veut donner. Le périmètre, bon, on le connaît, c'est notre périmètre variable. Puis ça peut être les délais. Enfin, il y a 1000 manières de faire les choses. C'est pour ça que quand on analyse la forme prédictive du projet dans le temps, qu'est-ce qu'on bougeait? Le budget était fixe, le périmètre était fixe, les délais étaient fixes. On n'avait aucune possibilité, aucune variable d'ajustement. Avec là, une forme élémentaire de l'agilité, on a dit c'est le périmètre qui nous servira de variable, de variable d'ajustement. Seulement, ça, c'est bien gentil. Seulement, il faut avoir une grande transparence, il faut que les gens aient confiance, il faut que l'équipe ait confiance dans la réaction du métier, il faut que le métier ait confiance dans la productivité de l'équipe. Et ce n'est pas par hasard que, par exemple, l'année dernière et puis l'année précédente, on m'a fait intervenir dans des procès, carrément le tribunal de grande instance de Nanterre, où il y avait des sociétés de services qui étaient face à leurs clients parce que, en fait, personne n'avait compris ça. Et ils auraient aimé avoir une autre possibilité, par exemple, au niveau. Je n'ai pas mis le prix ici, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque la qualité, la visibilité, les délais, le périmètre, c'est gentil, et le coût. Donc, en fait, il faut qu'on soit capable d'avoir une planification opérationnelle, et là, on a cette chance d'avoir la priorisation la valeur dans le backlog, mais il faut aussi une vision plus globale, donc une forme d'agilité étendue, dépendant du type de projet
du coup, de ce qu'on a à mettre à notre disposition, etc., comme ressources, parce qu'on n'a pas toujours tout ce que l'on veut en termes de ressources. Alors maintenant, je vais arriver à la partie qui m'intéresse le plus. Et jamais je ne quitte une entreprise où j'interviens sans qu'on l'ait mis en œuvre sur plusieurs projets. C'est cette notion de, comment dirais-je, excusez-moi, je reviens en arrière, si j'arrive. Bon, c'est cette notion de gestion adaptative des modifications et des abandons. D'abord, pour commencer, il faut avoir une vision assez claire de ce qu'est l'incrémental et l'itératif. L'incrémental, c'est avant tout, on sait ce qu'on veut. Seulement, on a décidé, c'est typiquement un backlog de Scrum, on a décidé qu'on ferait 3 sprints et on sait à peu près ce qu'on va livrer. Et s'il faut s'arrêter, peut-être qu'on a quelque chose d'utile, mais bon, tant mieux, hein. Mais ce n'est pas évident, mais c'est possible. Alors que si l'on fait de l'itératif, on a une vision en nous approchant de la qualité. Donc là, on va bien coller, si on va jusqu'au bout, avec la qualité applicative, avec le besoin en fait. Donc cette notion d'itératif, c'est lié à la qualité applicative. Seulement, le problème, c'est si on s'arrête en cours de route, on n'a pas forcément quelque chose de très utile. Et ça, c'était un peu Scrum avant 2010. En 2011, on a introduit la capacité de modifier le backlog sur des points mineurs. Le backlog produit n'étant pas modifiable, c'est relativement immuable. Il faut remettre en cause le sprint si on modifie énormément le backlog produit. Donc, le précédent, c'était Patton. Moi, j'ai repris sa métaphore de la Joconde parce que je ne vois pas pourquoi je l'aurais. Elle était très bonne et puis ça m'a permis de le citer. Et j'ai expliqué comment on peut faire, à la limite, de l'itératif dans l'incrémental. Et puis ça, bon, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est ce qu'on fait depuis 2010 ou 2011, on peut mettre ça en œuvre. Seulement ça, c'est bien gentil, mais on retombe toujours dans cette notion que si à un moment donné, je décide que je ne veux plus faire cette partie-là, ou si j'ai fait cette partie-là, par exemple, et que je décide de changer, que je ne veux plus que la Joconde, ça soit dans le style Léonard de Vinci, mais je veux la mettre dans le style Picasso, ce que je vais vous montrer après, comment je peux gérer ça face à un client, ou un client peut-être, ou même dans un métier tout simplement, si je suis en interne, qui ne comprend pas tout. Donc là, je vous reprends cette fameuse Joconde, et on l'a développée. On a même commencé à développer la deuxième partie. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Le product owner se pointe, il dit non, 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 on a changé complètement de style, ça va être du style plutôt Picasso. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, il va falloir l'abandonner. Et on ne touche pas à ça? Non, ça tombe bien. Alors comment gère-t-on ça? Ça, on l'abandonne. Donc c'est changé après ou en cours de développement. Ça fait partie d'une notion d'abandonner, modifier. Ensuite, j'obtiens bien mon tableau comme je voulais. Donc j'ai bien mon portrait à la mode de Vinci et puis le corps là, qui ferait le buste complet à la Picasso. Seulement le problème, il faut que je m'attende éventuellement. Cette partie-là, si je développe à la vitesse nominale, cette partie-là va me manquer. Donc il faut en fait, et puis là j'ai fait une petite partie, mais ça pourrait être beaucoup plus gros. Là il faut en fait à la limite que si j'accepte le gain de la dynamique du changement, il faut que j'en accepte aussi le prix. Et tous les utilisateurs ne sont pas prêts à payer ça. Et surtout, à la limite, ils seraient peut-être prêts à payer ça, mais si on ne leur a pas dit exactement ce que ça allait leur coûter, ils ne sont pas contents et ça se termine en procès. D'où la notion de livret utile et de livret abandonné. Résumons. En clair, j'ai livré tout ceci, et c'était ce qui m'avait été demandé, mais ça aussi, je l'avais livré, mais on l'a abandonné. Et si mon livret utile plus mon livret abandonné il est bien égal à mon livret total, alors j'ai rempli mon contrat initial, celui qu'on a fait avec Opening Poker Game, celui qu'on a à partir du backlog produit, etc., etc. Et j'ai quand même un contrôle. Alors ça, je le mets en œuvre systématiquement dans les entreprises. Alors comment ça s'exprime ensuite? Alors donc, j'appelle ça une métrique formelle du changement. Comment ça s'exprime ensuite? Ça s'exprime à travers l'usage de post-it. Alors j'ai pris un très vieux, là j'ai pris un très vieux, j'ai des morceaux de film que j'ai pris, ça, je crois que c'était chez Thales, pour expliquer qu'en fait, on ne peut pas se passer du reporting mural. C'est quelque chose de vital si on veut être vraiment transparent vis-à-vis d'un utilisateur. On peut toujours tout mettre sur des outils, surtout quand on travaille à distance. Mais le reporting mural, papier, on n'a jamais trouvé mieux pour le moment. Quand on aura des écrans aussi grands que ça, avec une résolution par million de chaque côté, voire par milliard de pixels, alors on pourra peut-être le faire. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis à la fin quelque chose de plus récent de l'année dernière. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre notre fameuse métrique du changement, ce qu'il nous faut, c'est avoir un post-it qui est peut-être légèrement plus sophistiqué. J'ai mis en fait en rouge ce qui était vraiment vital. Alors, un post-it classique, c'est le numéro de la fonctionnalité, c'est éventuellement le contenu de la fonctionnalité, test pourquoi pas. Un numéro d'incrément livré, c'est très utile, ça permet de savoir ce qu'on a livré dans chaque sprint. Et puis surtout la charge consommée finale. Et éventuellement, on peut mettre des trigrammes avec les initiales des acteurs et les dates de fin au début, mais ce qu'il faut surtout, c'est ce qui est en rouge. À partir du moment où on est capable de faire ça,
À chaque fois qu'on aura une modification, on refera à nouveau, si vous voulez, un autre post-it du même genre. Et éventuellement, ce qu'on fera, c'est qu'on va dire on abandonne ce post-it alors qu'on avait déjà travaillé 4-5 jours. Et puis éventuellement, plus tard, on reprendra peut-être ce qu'on avait développé. Ça s'appellera une récupération. Alors, tout ça, ça s'exprime à travers un Kanban où on verra qu'on n'a pas seulement la colonne à faire en cours et achevé. On fait pas du. C'est très bien pour faire la vaisselle, mais et peut-être pour certains utilisateurs, pour simplement exprimer un besoin, on a déjà défini ça, ça c'est en cours, et puis bon, on a encore ça à faire, pourquoi pas. Mais nous avons besoin, nous, d'avoir notre backlog produit décomposé en backlog de sprint, lesquels sont éventuellement décomposés en tâches techniques, les restes utilisateurs qui sont là, lesquels sont en cours, lesquels sont testés techniquement, lesquels sont ensuite, comment dirais-je, pris en compte et accepté, donc c'est add-on si on veut. Il faut être aussi capable de passer les fonctionnalités abandonnées en dessous. Et ça, c'est le minimum que l'on doit avoir sur un Kanban de développement, avec l'autre chose en rouge qui est très important, c'est un avancement du livret, de préférence sous la forme d'un burn-up chart. Avec ça, on est capable à peu près de tout comprendre, de tout faire. Alors, on va avancer d'un cran pour voir le fameux... Alors ça, c'est aussi, ça date pas d'hier. Au contraire, mais je l'ai fait exprès cette fois-ci, j'ai pris en fait des tableaux, ça remonte au moins à 20 ans cette photo-là, je présume. On voit des tableaux où on voit bien qu'il n'y a pas que 3 colonnes. Les fameuses colonnes dont je vous parlais, elles sont là, et ça vient d'Amérique du Nord. Alors, comment va se présenter le fameux burn-up chart? Lui, on a, bon là j'aurais pu le mettre après coup, mais on a notre périmètre initial qui était estimé à 200, c'est n'importe quoi. Moi je suis plutôt pour les journées idéales, mais certaines, on peut être sur autre chose, des points de complexité, peu importe. Et on a défini en fonction de nos 200 journées idéales que l'on aurait 5 colonnes, voire une 6e, pourquoi pas. Ensuite, c'est des sprints en bas. Ensuite, ce qu'on va rajouter, par rapport à ça, c'est un burn-up chart classique. On va rajouter cette fameuse information livret utile et livret abandonné, moins éventuellement livret récupéré. Le livret récupéré, c'est lorsqu'on reprend une fonctionnalité abandonnée, on l'avait passée pour, mettons, 15 jours en abandonné, on s'aperçoit qu'on peut en reprendre 10, et ben on va pas dire à l'utilisateur, on recommence tout à zéro, on va dire, on t'a récupéré tes 10 jours, et notre livret total. Et pour que sur un reporting mural, comme je vous l'ai montré, on puisse être capable de tout voir, il faut d'abord, à partir de l'estimation initiale en planning programme de préférence, on est déterminé en fait ici une courbe ascendante qui est la vélocité théorique initiale, c'est-à-dire voilà ce qu'on espère. On espère qu'au bout de 5 sprints, voire 6, là, on ait nos 200 fonctionnalités de fait. Ensuite, nous allons avoir le livret utile, et là on s'aperçoit qu'on n'est pas bon, on est en dessous. Enfin, on ne serait pas bon si c'était tout ce qu'on avait livré. Mais on a aussi livré de l'abandonné. Et ça, on en a tenu compte en dessous, plus bas. Donc, on va être capable de définir qu'on a, en fait, au bout du compte, ça vient, un livret total qui est supérieur à notre vitesse initiale prévue. Donc, on est bon, finalement. D'ailleurs, la preuve qu'on est bon, c'est qu'on a accepté un accroissement de périmètre. Alors, j'aurais bien aimé vous mettre un vrai graphique comme ça, mais allez savoir pourquoi mes clients m'interdisent totalement. C'est comme ça. Par contre, derrière, on va voir, si je pouvais faire un agrandissement, je l'aurais là. Ils me l'ont collé là au milieu pour qu'on puisse, exprès, pour qu'on puisse prendre une photo, sinon il était bien plus sur le côté. On a ce principe-là qui est mis en œuvre. Bon, là, ça, c'est un projet que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Les gens étaient super sympas. Ils s'étaient donné. Bon, peut-être que le code couleur était un peu étrange, mais ils s'étaient donné la peine de mettre en œuvre un burn-up chart avec le principe du récupéré, du livret utile, du livret abandonné. C'est au nom pour le groupe Carrefour. Alors. À mon avis, c'est à ça qu'il faut arriver. Encore une fois, je vous dis, si nous pouvions avoir la chance d'avoir des espèces de surfaces grandes comme ça, avec d'autres qu'on pourrait donc déplacer, on ne sera pas sur du papier, et même à la limite, ça serait transparent, on pourrait voir les gens qui travaillent en Inde ou au Vietnam de l'autre côté, ça serait top, mais pour le moment, on n'a pas cette capacité technologique, donc il faut s'en tenir à ça. Et l'important aussi, c'est que lorsqu'on se pointe sur un Kanban comme ça, les gens comprennent à quoi servent les colonnes, à quoi servent les codes couleurs, et ce qui est écrit dessus. Moi, j'ai vu, en me promenant sur des projets, comme ça, je regardais, je ne comprenais rien à ce qu'ils avaient voulu faire. Donc si quelqu'un comme moi qui passe son temps là-dedans, il ne comprend pas ce qui se passe sur le projet, comment voulez-vous que le directeur général ou même le DSI qui passe, lui, puisse le comprendre? Donc il faut absolument standardiser tout ça, c'est nécessaire. Pour finir, qu'est-ce que me reste? Parce que je ne veux pas déborder du tout ça.
Et je voudrais préférence de ne pas être dans le périmètre variable. Oui, il me reste encore peut-être 8 minutes, c'est bon, ça va laisser une période de questions. Alors pour finir, un des grands défis, c'est d'arriver à faire de l'agilité alors qu'on n'est pas dans un contexte favorable. Donc au départ, c'est l'audit. Alors souvent, on nous demande de venir, pour faire de l'audit, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la limite, vous posez 3-4 questions, vous avez. Bon, les gens en général, ils ne se contentent pas de 3-4 questions, ils veulent que vous posiez une vingtaine de questions, que vous fassiez ça projet par projet, pour avoir une petite idée de ce qui va leur arriver. Donc pour moi, ça se présente comme ça. On fait un diagnostic de la maturité organisationnelle agile de l'entreprise au niveau de ce qu'elle veut. Ce n'est pas forcément de toute l'entreprise, de ses projets, d'un projet, peu importe. Et là, on va voir un état de divergence entre la condition agile idéale et la condition réelle de l'entreprise. À ce moment-là, on a deux possibilités. Soit après avoir expliqué tout ça au boss, on va continuer à aller vers l'agile, ou on va tout simplement vers l'agile pour la première fois. Soit s'il ne veut pas mettre en œuvre les conditions de l'agilité, on n'y va pas. Y aller quand même en employant que le mot agile, en ne mettant aucune des techniques agiles derrière en œuvre, ça peut être catastrophique. Si c'est purement alimentaire, pourquoi pas, mais il ne faudra pas s'étonner après, si ça tourne mal, d'avoir des mauvais retours. Ensuite, il faut disposer d'une grille d'éligibilité des projets à l'agile, donc pour le projet spécifique. Dans toutes les entreprises où je suis passé, il y avait Carrefour, il y a eu Orange Lab, il y a eu HSBC, c'était juste avant Carrefour, on avait créé ces grilles d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, alors ça peut être 6, 12, 20 questions. Et si on répondait bien aux questions, on avait un graphe radar qui disait, oui, on peut y aller. Ou alors, on ne peut pas y aller. Ou mieux, on va faire un plan de convergence pratique pour que les trop grosses divergences entre la réalité et l'agile, enfin les besoins agiles, soient réglées. Et à ce moment-là, si on se décide à lancer la charte de lancement de projet sur cette base-là, on n'a pas forcément besoin de tout régler, mais il y a pas mal de convergences immédiates qui vont être mises en œuvre. Si on est vraiment trop loin, si on ne peut pas voir le métier, si on ne veut pas donner d'autonomie aux équipes, si on ne veut pas ci, si on ne veut pas ça, si les gens si le métier est à l'autre bout du monde, s'il y a plein de conditions qui sont rédhibitoires, on va dire on y va quand même, mais il faut savoir dans quelles conditions. Donc on le sait, vous voulez y aller quand même, aucun y va. Et puis après, on va tenter d'améliorer en continu tous les petits points de détail, en général c'est des aspects techniques, jusqu'au moment donné où on obtiendra, on peut l'espérer, qu'à la fin du projet, au bout d'un certain nombre de sprints, on a une convergence relativement acceptable. Et puis du coup, on a un processus projet qui tient à la route et on peut le remettre en place sur un deuxième. Et puis vous le savez comme moi, puisqu'on aura à la fin de chaque sprint une rétrospective, là on pourra lister nos améliorations en cours, faire un compte-rendu des rétrospectives, etc. et voir comment on s'en est sorti. Et puis pourquoi pas un grand bilan à la fin de la chose. Quoique ce bilan, morning meeting, daily meeting plutôt, pas morning, daily meeting, et même tout est rétrospectif pour moi. Celle du matin, celle à la fin du sprint, celle de la fin de projet, tout est rétrospective. Mais ça, il faut vraiment le mettre en œuvre. Et pour ça, il faut disposer de quelques outils. Alors on en trouve maintenant de plus en plus souvent disponibles sur les sites internet. Et puis pour finir, il y a quand même un gros problème lorsqu'on est face à des organisations qui refusent d'aller vers l'agilité. Là, j'ai fait alors ça, c'est pareil, ça ne date pas d'hier, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. Il y a des entreprises, des grandes entreprises, qui tentent d'aller vers l'itératif incrémental, en plus, et l'agile à partir de 2000, on va dire, depuis quasiment presque 30 ans, un quart de siècle. Ça ne m'étonne pas maintenant qu'ils fassent des contrats de coaching de 3 ans. S'ils n'ont pas réussi en 30 ans, on ne voit pas pourquoi ils y arriveraient dans les 3 ans qui viennent. Néanmoins, il faut bien voir qu'un consultant, il est face à un problème. Soit quand il s'aperçoit que ça ne colle pas, qu'on n'est pas en train de faire de l'agile, bien qu'on en parle beaucoup, et que le patron en attend peut-être quelque chose et que ça ne vient pas, soit il va intervenir, c'est-à-dire c'est la partie violet là. Donc qu'est-ce qui se passe? S'il intervient, ça veut dire qu'il est très intéressé par sa mission. Il y aura certainement une réussite probable de sa mission, parce que comme il aurait fait son boulot, tout ça serait bien passé. Mais par contre, il va perdre son contrat. À l'inverse, s'il s'aperçoit qu'il veut travailler en mode qu'il voit qu'il ne va pas pouvoir y arriver, qu'il veut travailler en mode élémentaire, il continue. Bon, il n'a pas plus intéressé que ça pour la chose, il va conserver son contrat, le projet n'avait peut-être pas bien foiré, mais bon, pourquoi pas si c'est de l'alimentaire? Et comme je le dis, à chacun de réagir selon son éthique ou ses contraintes, en considérant que toutes les organisations ne méritent pas ce sacrifice. Alors ça, il faut aussi bien que ce soit les coachs qui aient bien ça en tête, mais certains doivent le savoir, mais aussi du côté des organisations. Lorsqu'un coach commence à armer une organisation, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir ou pour respecter une méthode, parce qu'il peut être profondément convaincu et avoir de bonnes raisons pour ça, surtout s'il a des expériences, de vouloir faire en sorte que l'organisation change.
Les organisations ne veulent pas forcément changer. Très honnêtement, je me suis retrouvé à peu près une fois sur deux dans un de ces cas de figure. Une fois sur deux. Donc j'aurais tendance à dire aux coachs qui veulent débuter dans ce métier, réfléchissez à ce que vous allez faire par rapport à ça, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Mangez tout de suite ou vous mangerez plus tard. Alors bon, je pense qu'on n'en est pas loin de la fin, puisque j'ai dit que je ne voulais pas déborder. Comme vous l'avez vu, c'est plutôt technique que de la réflexion à l'état pur. Est-ce que quelqu'un peut me dire jusqu'à quelle heure j'avais là? 30? Il reste 2 minutes. Alors je vais finir d'une manière amusante. Conclusion philosophico-sportive. Il y a quelques années de ça, je suis devenu instructeur de kitesurf et puis je suis même monté au niveau le plus élevé des instructeurs de kitesurf et pour l'organisation internationale ICAO, International Kiteboarding Organization. Et j'aime ce sport parce qu'il y a de la transparence qui ressemble à une valeur agile, comme je vous le mettais là-bas. En fait, comme je le dis, là, quand on voit un débutant qui se fait traîner dans l'eau parce qu'il n'arrive pas à sortir, ou quand on voit un confirmé qui essaie de faire une figure et qui tombe dans l'eau, on ne va pas se moquer de lui quand il va revenir sur la plage, sauf s'il vient en nous racontant que tout s'est bien passé, il ne s'est même pas mouillé. Et en matière de projet, ça, je l'ai vu plus souvent qu'à mon tour. Plus souvent qu'à mon tour. Et je pense même que la publicité que j'ai vu faire dans les grandes organisations était inversement, sur le projet, hein, et sur son résultat, était inversement proportionnelle à la réalité du projet. J'ai vu les plus grands projets, je ne citerai pas, c'est une très très grosse entreprise française, qui était complètement à côté de la plaque, et on faisait venir des journalistes de Zéro Informatique pour qu'ils nous fassent un reportage carrément là-dessus. Et puis pour finir, je vais me faire de la pub. Je me fais rarement de pub. Ça ne sera pas pour vendre dans l'informatique, ne vous inquiétez pas. Je me suis offert le luxe, quand il n'y avait pas de vent, parce que je suis bénévole hein, quand même. Hein. Pour le kitesurf, je suis bénévole. Ma zone, c'est la Tunisie. Ils n'ont pas de sous, ils n'ont presque plus de clients, donc je suis bénévole. Donc je me suis offert le luxe d'une trilogie avec un petit prologue. Et je me suis amusé à mettre dans tout ça, en fait, beaucoup d'éléments sur l'agilité. Beaucoup d'éléments sur l'agilité. Pour vous en citer un, par exemple, à un moment donné, il y a des robots. Les robots, le contremaître humain, il voit ces robots en train de jouer aux cartes. Il vient les voir, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous fichez ?» Et il regarde les cartes, il dit « Mais c'est quoi ce jeu de cartes là ?» En fait, c'est un jeu de cartes Fibonacci, ils sont en train de faire un panic poker game. Et le contremaître humain, il dit « C'est incroyable, mais ces robots-là, ils arrivent à avoir des estimations plus proches que les miennes. » Il dit « Après tout, c'est peut-être bien possible, puisqu'après tout, c'est eux qui font le boulot à la fin. » Donc ça, je vous en cite une, mais il y en a, sur 1500 pages, il y en a un stock. Et ça a aussi l'avantage de regarder comment ont évolué les civilisations humaines, puisque là, on démarre carrément de Babylone. Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome ou Carthage, Rome qui l'emporte, civilisation européenne, industrialisation, l'Amérique du Nord. C'est un Go West permanent. Et si on regarde, silence, je le sais, c'est cuit. C'est cuit. Donc, et si on regarde en fait ce qui s'est passé sur toutes ces civilisations-là, les 5-6 civilisations d'affilée, on n'a jamais vu de retour arrière. Et je crois que nous avons peut-être intérêt à trouver les moyens de faire un retour arrière cette fois-ci, avant que ça tombe trop mal pour nous. Je terminerai là-dessus. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop technique. Voilà, j'ai respecté la time box. Si vous avez des questions, en attendant qu'on me foute à la porte, n'hésitez pas. No question, trop technique. C'est dommage qu'ils ne vous distribuent pas un questionnaire, vous pourriez donner des notes. Parce que moi, j'aime bien ça, parce que quand je me fais dérouiller, en général, je me corrige. Dans ce cas, je ne saurais pas ce que vous en avez pensé. C'est une forme de rétrospective, quoi. Bien, bah, je crois que ça va continuer directement derrière moi, là, normalement. Hein.